Et l'imposition du bâillon, c'est quelque chose qui détruit les poumons. Et c'est de la maltraitance aux enfants. Merci Justine déjà de m'avoir partagé cette vidéo de 2 minutes 25 parce que en fait sur YouTube on ne voit qu'une vidéo de 22 secondes qui reprend Macron, destitution, etc. Donc forcément, quand on n'a pas le contexte, là on fait un travail, j'allais dire vraiment journalistique de fond, archive, un peu, tout à fait. façon short de Munich, quoi. En fait, j'ai ressenti toute la souffrance du peuple français, toute la colère. Je me dis, en fait, ça vient de loin, c'est-à-dire que ça fait des années, voire des décennies, que, en fait, que les gens n'osent plus s'exprimer, ont peur de dire la vérité, de dire ce qu'ils ressentent. Et finalement, en 2 minutes, vous balancez tout et ça fait un ramdam et du coup, ça provoque le buzz. Alors justement, après cette vidéo, vous dites que ça a mis plusieurs mois avant que vous soyez informé de tout cela. Et quand vous avez été informé de tout cela, comment vous avez réagi alors? Alors, avant de répondre à votre question, je vais faire une petite remarque par rapport à ce que vous avez dit pour le changement de doctrine par rapport au port du masque, soi-disant anti-Covid. Alors, c'est très intéressant de parler de doctrine parce que justement, ce sont exactement les mots de Véran. Et il faut, je ne pense pas que beaucoup de personnes le sachent en France, donc c'est pour ça que je donne l'information. En fait, le changement de doctrine, il a eu lieu en juin 2020 et il vient de l'OMS. Le 5 juin 2020 est paru un guide. Alors, en avril 2020, tout ce que je vous dis, Nicolas, j'ai les documents, hein, bien sûr. Donc, en avril 2020, je crois que c'est le 8 avril 2020, est paru, a été publié un spot, un clip vidéo de l'OMS qui disait justement qu'il ne fallait pas porter le masque en population générale, que ça ne servait à rien et que ça pouvait être justement dangereux et que le port du masque était réservé vraiment aux personnes qui étaient à l'époque très malades et simplement pour qu'elles ne contaminent pas leur entourage. If you do not have any respiratory symptoms such as fever, cough, or runny nose, you do not need to wear a medical mask like this one. Mask alone can give you a false feeling of protection and can even be a source of infection when not used correctly. Masks should only be used by healthcare workers, caretakers, or by people who are sick with symptoms of fever and cough. Why? Because healthcare workers and caretakers are in close contact with ill individuals, so they're at higher risk of catching COVID-19. And sick people should wear masks to protect others from small droplets that can come out when they cough or sneeze. Et le 5 juin 2020 est paru, l'OMS a fait paraître un guide de recommandations sur le port du masque. Donc ce document, je l'ai. Et c'est ce document, en fait, et Véran l'a dit quelques temps plus tard, lorsqu'il a, dans une des quelques auditions qui ont été faites à l'Assemblée nationale ou au Sénat, donc Véran a dit que c'était la publication, justement, le changement de doctrine de l'OMS sur le port du masque qui avait permis de pondre un décret en juillet qui allait rendre le port du masque obligatoire dans les espaces publics. Or, dans ce document, à la page 10, eh bien, l'OMS liste une douzaine de de désavantages du port du masque dans la population générale. Une douzaine. Donc, cela va de les inconvénients respiratoires, les dermatoses, évidemment, hein, les lésions cutanées de la peau, parce que ça, je ne vois pas beaucoup. Moi, j'ai vu énormément de photos lorsque, si vous faites une recherche par YouTube, vous trouvez énormément de photos de dermatose. Et ça, c'est ça qui fait partie, par exemple, de la maltraitance institutionnelle aux élèves. Hein, parce que les gosses qui portaient ça 8 heures par jour, ben, je peux vous dire que les dermatoses, ça y allait. Hein. Il y avait aussi comme des avantages les migraines, les céphalées, hein, et ça a été confirmé et très bien expliqué après par le docteur Louis Fouché, le fondateur de Réinfo Covid. Il y avait une douzaine d'avantages qui étaient listés dans le guide du 5 juin de l'OMS. Et pourtant, malgré cela, le gouvernement français
et le ministre criminel Véran s'en est servi, ce prétendu changement de doctrine par l'OMS s'en est servi pour vouloir imposer ce bâillon à la population. Donc, c'est pour que vos auditeurs et auditrices comprennent bien qu'effectivement, il y a un lien étroit entre les gouvernements les plus tyranniques qui ont voulu imposer à la population la doxa Covidis et certaines organisations internationales qui ont comment dire, des liens évidents avec l'industrie pharmaceutique ou avec des financiers comme Bill Gates. Voilà. Justement, non, mais c'est très bien. Et d'ailleurs, je remarque à quel point vous êtes bien informé parce que, comme vous le disiez, avant cette période Covid, c'est pour ça que j'ai sorti ce livre, La santé en bande organisée, parce que c'est pour dire aussi le nombre de gens qui se sont éveillés durant cette crise sanitaire. Et donc, à partir de là, lorsque la vidéo fait le tour des réseaux, quel est le premier média qui vous contacte? Comment ça se passe, la rencontre avec le monde médiatique? Alors, du point de vue médiatique, c'est zéro. C'est zéro. D'accord. C'est-à-dire que j'apprends l'existence de cette vidéo, je l'apprends environ au mois d'avril, mars-avril 2021. Et pour une très bonne raison, c'est qu'à ce moment-là, il y a un journaliste belge qui m'envoie un courriel et qui me dit Madame Chassard, votre vidéo est devenue virale. Je voudrais bien avoir une entrevue avec vous. Moi, je tombe des nues, je dis quelle vidéo. Et là, c'est mon ami Wahiba, que vous voyez justement à ma gauche, qu'on a vu tout à l'heure à ma gauche. C'est mon ami Wahiba qui me dit « Mais Jocelyne, en fait, t'es pas au courant, mais la vidéo où tu fais ta diatribe contre Macron avec le slogan final Macron explosion, mais elle commence à faire le buzz partout. » Je dis « Ah bon ?» Moi, j'étais la première étonnée, quoi. Et donc elle m'apprend ça, et donc je fais un petit peu de recherches sur YouTube. Il y a déjà des remixes, soit un peu techno, soit rock, voilà, soit reggae, enfin, je m'aperçois de ça. Donc, si vous voulez, ça me fait rigoler. Et en même temps, je me dis, j'espère que les personnes ont écouté quand même ce que j'avais dit avant le slogan final. Voilà. Et puis, en avril-mai, je reçois, une convocation, j'apprends que la gendarmerie de Suippes, donc la commune où je réside, dans la Marne, j'apprends que la gendarmerie de Suippes veut me convoquer pour quelque chose de mal que j'aurais fait. Mais je ne sais pas quoi. Et donc, je demande des éclaircissements, et là, j'apprends que je suis accusée d'avoir menacé de mort un élu. Donc, je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Et c'est toujours mon ami Wahiba qui me dit, menacer de mort un élu, je suis sûre que c'est la vidéo où tu dis Macron, destitution, décapitation, explosion. Surtout décapitation, je pense qu'il n'est pas passé. Ben voilà. Et donc, je dis, mais enfin, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, n'importe qui connaît l'histoire comprend la référence à Louis XVI, quoi. Je veux dire, Louis XVI, en 1792, il a voulu trahir la France avec la fuite à Varennes. Il a été arrêté, il a été jugé, il a été condamné par un vote à la peine de mort et il a été guillotiné le 21 janvier, je crois, 1793. Pour moi, c'était évident que si je dis destitution, si le mot décapitation vient après, ça veut dire qu'il va y avoir un jugement pour Macron, un tribunal, et qu'il sera condamné, voilà, comme traître à la nation. Pour moi, c'était évident. Mais évidemment, pour la plupart des gens, ça ne l'était pas. Et donc, j'ai appris dans les semaines qui ont suivi, jusqu'en octobre 2021, donc j'ai appris que la procureure de Châlons-Champagne dans la Marne, qui s'appelle Ambéline Mahuzier, elle me poursuivait pour avoir dit ce mot-là, décapitation, dans mon slogan, et qu'elle m'accusait d'avoir menacé de mort le président de la République. Voilà comment ça a été médiatisé. Voilà. D'accord. Et quand est-ce que TPMP vous a contacté alors? Alors, donc, lorsque j'ai compris que la procureure voulait me mettre au tribunal correctionnel pour cela, et puis elle avait une intention cachée aussi liée à ma dénonciation du harcèlement moral dans l'académie de Reims. Hein, voilà. Mais lorsque j'ai appris ça, eh bien, je me suis dit, pas de problème, je vais aller au tribunal, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je l'explique
Aucun problème. Et donc, j'ai un petit peu, si vous voulez, comme j'avais tout au long des manifestations et de la résistance anti-covidiste, donc j'avais beaucoup de contacts. Et donc, j'ai essayé de médiatiser un petit peu cette audience au tribunal. Ça a marché. Lorsque j'ai été condamnée le 28 mars 2022, donc j'ai été condamnée à 3 mois de prison avec sursis et un sursis probatoire qui dure 2 ans, donc qui va se terminer en mars 2024, eh bien, le lendemain de ce jour, donc le mardi 29 mars 2022, le matin, je reçois une invitation par Cyril Hanouna de participer le soir même à son émission « Touche pas à mon poste ». Voilà. Et quelle est la réaction au sein même de votre institution en tant qu'enseignante? Est-ce que déjà, comment la famille réagit, comment les proches, les collègues, etc. réagissent à tout ça? Alors, déjà, je n'ai quasiment plus de famille puisque je n'ai qu'une sœur, je n'ai plus qu'une sœur, et bon, je ne vais pas dire quelle est son opinion sur le covidisme parce que par charité chrétienne, mais comment dire, dans l'institution elle-même, heureusement, à l'époque, c'est-à-dire au moment où commence la tyrannie covidiste en mars 2020, j'ai été révoquée par l'ex-ministre Blanquer. Donc, j'ai été révoquée en août 2019 suite à un conseil de discipline totalement irrégulier le 21 mai 2019. J'ai évidemment fait un recours au tribunal administratif contre cette révocation, et recours qui aboutira d'ailleurs en juillet 2021. Mais donc, à l'époque, c'est la seule bonne chose, je dis toujours, c'est la seule bonne chose que m'a apporté la révocation, c'est qu'au moment où commence la tyrannie covidiste et la maltraitance de 12 millions d'élèves par le ministre Jean-Michel Blanquer, eh bien, je ne suis pas dans un établissement scolaire. Donc, heureusement pour moi, c'est-à-dire que, de toute façon, évidemment que j'aurais dénoncé cette maltraitance, mais, comment dire, je n'ai pas eu à le faire parce que je n'étais pas à l'intérieur. Mais ce que j'en retiens, et ça confirme l'opinion que j'avais déjà des profs, donc pour qu'on me comprenne bien, Nicolas, parce que comme vous l'avez dit, les mots sont très importants, ils ont un Bien sens. sûr. Donc pour moi, il y a 2 catégories. Dans les adultes qui sont, comment dire, devant des élèves, dans les salles de classe, d'accord, il y a 2 catégories. Il y a les enseignantes et les enseignants, et il y a les profs. Donc les profs, à mes yeux, sont devenus une engeance dangereuse pour les élèves. Et avant mars 2020, à cause de tout ce que j'avais compris en luttant contre le harcèlement moral, qui est vertical mais aussi horizontal, eh bien, je considérais que 80% des adultes devant les élèves avec l'étiquette professeur, 80% n'étaient que des profs ignorants, trouillards, ou collaborateurs du système. Avant mars 2020, je considérais que la proportion, c'était 80%. Et donc, 20% de véritables enseignantes et enseignants. Après mars 2020, eh bien, pour moi, la proportion est passée à 95%. C'est-à-dire qu'actuellement, je considère, et tous les échos que j'ai eus depuis 3 ans, de la part de parents ou de la part des enseignants qui ont résisté, tous les échos confirment cette proportion. Donc actuellement, je considère qu'il y a 95% des adultes qui sont en situation d'enseignement devant des élèves qui ne sont que des profs ignorants, trouillards ou collaborateurs du système. Et 5% seulement de véritables enseignants et enseignantes. Voilà. Comment inverser cette tendance alors? Ouais. Je comprends bien. Comment inverser cette tendance alors? À mon avis, eh bien, vous connaissez sûrement les 12 travaux d'Hercule. Ouais. Donc, à mon avis, il faut faire le nettoyage des écuries d'Augias. Est-ce que ça vient de la formation des enseignants? Est-ce que ça vient du fait que le système, finalement, comme il nivelle vers le bas en permanence, je ne parlerai même pas du ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui, puisque… Mais il faut en parler, justement. Pourquoi vous dites je ne parlerai même pas? Non, mais c'est une des sources. C'est une des sources. Je le dis de manière ironique, parce qu'en réalité, et c'est vrai qu'avec votre regard d'enseignante sur ces dernières décennies,
Déjà, pour vous, l'effondrement du système a commencé vers quelle période, à votre avis? Alors, encore une fois, ce que je vais dire, c'est mon appréciation uniquement personnelle qui vient de mon expérience, d'accord? Donc, j'ai dit une fois à une journaliste qui m'a interrogée que pour soumettre un peuple, il y a une façon très très simple, c'est de crétiniser les citoyennes et les citoyennes de plus jeune âge. Et donc moi je veux, en tant que gilet jaune et en tant que citoyenne de la République, je veux protéger le service public de l'éducation. Parce que pour asservir un peuple, il n'y a rien de plus facile. On commence de le plus jeune âge, on empêche les enfants des classes populaires et des classes moyennes d'avoir les mêmes connaissances que les enfants des classes riches et favorisées. On les empêche d'exercer leur esprit critique. On leur donne un enseignement au rabais, un enseignement qui pourrait s'apparenter à la nourriture de cochon. Et pendant ce temps-là, les élèves, les enfants des classes favorisées, des ultra-riches, ont un enseignement de caviar. Or, pour crétiniser efficacement les enfants, il y a un autre moyen tout aussi simple, c'est de mettre en face des enfants, avec l'étiquette professeur, c'est de leur mettre des crétins. C'est très facile. Franchement, vous faites ça en une génération, voilà, exactement. Alors, moi, ce que j'ai constaté, mais ça va de pair, Nicolas, avec le développement, vous savez très bien, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et c'est parti des États-Unis évidemment, je veux dire, pays, comment dire, adorateur du capitalisme. Donc, c'est parti, ça va de pair avec la société de consommation. Et donc, si vous vous rappelez, il y a eu mai 68 avec une politisation certaine des étudiantes et des étudiants qui ont convergé avec la lutte des ouvrières et des ouvriers. Ensuite, il y a eu, vous en souvenez aussi sûrement, 1986, avec les manifestations contre la loi d'un type dont je ne me souviens plus le nom, d'accord? Et puis ensuite, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a eu le CPE. Donc, ces manifestations, alors peut-être que dans les gens qui nous écoutent, il y a des gens de droite qui n'aiment pas du tout les manifestations, mais bon, ça a révélé quand même une réflexion critique de la jeunesse. Moi, je le vois comme ça, d'accord? Et moi, je me suis aperçue au tournant des années 2000. Donc, je me suis aperçue à ce moment-là, je m'en souviens très très bien, c'était en 2002, j'étais dans le collège Pierre et Marie Curie à Dreux. Et là, il y a eu l'arrivée, parmi les profs, il y a eu l'arrivée d'une demi-douzaine de profs qui étaient des jeunes, c'est-à-dire 30 ans à peu près, 25-30 ans. Moi, à l'époque, j'en avais déjà 40 à peu près, hein, d'accord? Donc, j'ai vu une différence là, Nicolas. C'est-à-dire que ces jeunes-là, cette poignée de jeunes, eh bien, étaient déjà totalement dépolitisés. Deuxièmement, avaient un niveau de culture générale assez médiocre. Et troisièmement, n'avaient certainement plus la vocation déjà d'enseigner. Parce que ces jeunes arrivaient dans un établissement de ZEP et, comment dire, eh ben, étaient très facilement découragés par les difficultés de relation avec les élèves et du coup avaient développé facilement, je ne veux pas généraliser, hein, c'est pour ça que développer facilement une attitude je m'en foutiste. Donc, quand vous avez des profs comme ça, dépolitisés, pas trop de culture générale, petit à petit, pas trop de culture disciplinaire non plus, et un certain je m'en foutisme, d'accord? Eh bien, ça aboutit 10, 15, 20 ans plus tard, ça aboutit à des profs qui, comme l'a dit un commentaire que vous avez affiché tout à l'heure, des profs qui éprouvent une certaine jouissance à maltraiter les gosses avec l'imposition de la muselière, relève ton masque, relève ton masque, relève ton masque, à des profs qui éprouvent une certaine jouissance à imposer leur autorité avec le gel hydroalcoolique, avec la distanciation, avec c'est vous les coupables parce que c'est vous qui contaminez, ainsi de suite. Pour moi, c'est une évolution naturelle, encore une fois, naturelle, parce que les profs
jeunes, dépolitisés, pas trop de culture générale, un certain je m'en foutisme que j'ai vu arriver en petite quantité en 2002, eh bien ces profs-là, premièrement, il en est arrivé de plus en plus dans les années suivantes, et deuxièmement, les premiers sont devenus des quarantenaires, voire des cinquantenaires. Vous voyez? Oui, oui, je vois. Ça, c'est une première raison. Et le deuxième facteur, moi, personnellement, je vois, et là, c'est un facteur que j'attribue à une intention délibérée des gouvernements de droite qui se sont succédés depuis Sarkozy, c'est 2005, l'année 2005, avec le ministre de l'Éducation, François Fillon, qui prend une loi pour modifier quelque chose dans le collège. Et donc, ce qu'il modifie dans le collège, en 2005, c'est qu'il crée, en parallèle du brevet des collèges, il crée quelque chose qu'il appelle le socle commun de compétences. Et le socle commun de compétences avait vocation, et ça je peux vous le dire parce que je l'ai entendu dans la bouche d'au moins 2 chefs d'établissement, donc le socle commun de compétences avait vocation à remplacer progressivement le brevet des collèges. Le socle commun de compétences, c'est juste de la foutaise absolue, qui permet aux profs de soi-disant évaluer des élèves en cochant des cases sans aucune véritable évaluation et comment dire, en faisant croire aux élèves que désormais l'évaluation ça va être un petit peu on coche des cases et puis ça va aboutir après à des QCM. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on a eu pour le bac pendant le Covid, les bacs qui ont été donnés, c'est ce que j'ai dit à certains profs, etc. Dans quelques années, quand ils iront sur le marché de travail et qu'on leur dira, vous avez quoi comme diplôme? J'ai le bac, mais j'ai le bac Covid. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés à l'école, etc. Et pourtant, moi, j'ai passé le bac il y a 15 ans de ça. Bon, il y avait un petit peu de niveau, mais ce n'était pas le niveau du certificat d'études non plus. Hein. Mais on voit bien justement le conditionnement scolaire. Et aujourd'hui, moi, je vois même des jeunes, c'est-à-dire qui sortent avec le bac. Déjà, ils arrivent pas à faire 3 phrases sans faire de faute. Exactement. Et oui. Donc, c'est là que je me dis que le niveau scolaire, pourtant, moi, je ne suis pas issu d'une famille de profs. Hein. Moi, c'est classe moyenne, etc. Et je me dis, comment en est-on arrivé à ce point-là? Eh bien, pour moi, je veux dire, encore une fois, de mon point de vue, l'explication, elle est, enfin, peut-être qu'il y a 3-4 causes vraiment. Mais donc, la première, c'est la société de consommation. Parce que les profs jeunes que j'ai vu arriver, Nicolas, en 2002, d'accord, ces profs-là, ils sont issus de la société de consommation. C'est-à-dire, on pense à consommer, on pense aux marques, on pense à la frime, on pense au divertissement, etc. Et évidemment, Nicolas, on ne juge pas utile et intéressant de passer des heures comme vous à lire les livres que vous avez derrière vous ou comme moi que j'ai dans ma bibliothèque. Vous comprenez? Donc, dans le discours, moi je veux être très clair, dans le discours sur la crétinisation des gosses et sur la baisse du niveau scolaire, ce ne sont pas les gosses qui sont responsables. Absolument pas. Ce sont les adultes qui sont responsables. Absolument. Les adultes sont responsables. Et une des causes, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais une des causes des 3 harcèlements que j'ai subis, je peux l'affirmer aujourd'hui. Je ne l'aurais pas affirmé il y a 10 ans, d'accord? Mais je peux l'affirmer aujourd'hui. Une des causes du harcèlement horizontal que j'ai subi, c'est que les profs, les quelques 30 profs qui, en 2016 et en 2018, tout confondu, ont rédigé contre moi dans mon dos des textes mensongers et diffamatoires, éprouvaient envers moi de la jalousie professionnelle. C'est aussi simple que ça. Parce que justement, on parle du langage. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai donné la parole en manifestation aux citoyennes et citoyens pour leur permettre d'exprimer leur opinion. Mais c'est quelque chose que je faisais aussi dans mes activités dans le CDI de collège. C'est-à-dire que j'exerce les élèves à exprimer leurs connaissances, leurs opinions et leurs émotions avec les mots. Et les élèves s'en rendaient très bien compte, vous voyez? Et j'étais une des rares à insister là-dessus. Alors que dans le programme et dans les belles déclarations de façade de l'éducation nationale, c'est quelque chose qui est très important, la maîtrise de la langue française. Mais moi, je le mettais en pratique. Vous voyez? Et donc, c'est cet ensemble à la fois de jeunes
qui grandissent et qui sont contaminés par l'idéologie de la société de consommation, du divertissement, qui deviennent, une partie de ces jeunes deviennent des profs, qui justement n'ont plus la vocation d'enseigner aux gosses parce que les conditions de travail aussi dans les établissements scolaires se sont dégradées. Parce que si, encore une fois, vous pensez que c'est la même chose d'enseigner à 20 élèves dans une classe ou que d'enseigner à 30 ou que d'enseigner à 35 ou que d'enseigner à 40, c'est absolument pas la même chose. Moi, l'année dernière, j'ai discuté avec une amie qui m'a dit que son fils était dans une salle, dans une classe de lycée où il y avait 40 élèves. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Donc, quand vous faites travailler des profs dans une telle situation, mais alors déjà que la plupart, comme je vous l'ai dit, n'ont plus la vocation, mais alors après, mais ils deviennent je m'en foutiste à fond, quoi. Et ce sont les gosses qui en pâtissent. Alors, justement, Jocelyne, alors je suis d'accord avec vous sur le principe, pourtant je me pose une question quand même très simple. Dans les années 60, 70, 80, il y avait bien 40 élèves par classe. Est-ce qu'on avait autant de problèmes? Est-ce que finalement, alors je vais faire le vieux con pour le coup, mais j'entends souvent cela et je me dis finalement, est-ce qu'aujourd'hui les profs ne sont pas finalement trop vite dans l'impuissance quand moi j'ai croisé des jeunes profs qui avaient 20, 22 ans, qui étaient très gentils, mais tellement gentils qu'ils se font bouffer en 3 minutes. Moi, j'arrive dans une école, je suis en costard-cravate déjà. Donc, quand on me prend pour le proviseur quand j'arrive dans une école, mais parce que pour moi, le vêtement, c'est la marque, c'est le respect. C'est-à-dire que l'apparence, c'est un peu comme l'uniforme. D'ailleurs, j'ai toujours été pour le port de l'uniforme à l'école, bien avant que M. Attal en parle. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que moi, j'entends des parents qui me disent « Mais attendez, nous, quand on avait 10-15 ans, dans les années 70-80, le prof, il avait 40 élèves, c'était surchargé et il arrivait à se faire respecter. » Alors, qu'est-ce qui a changé depuis? Alors, ce qui a changé, Nicolas, donc, je ne suis pas... Bon, nous avons quelques différences là-dessus, mais c'est pas grave. Mais il n'y a pas de souci. Donc, ce qui a changé, il ne faut jamais oublier, c'est justement la démocratisation de l'enseignement. Que personnellement, je trouve une très bonne chose. Hein, parce que, encore une fois, si on ne veut pas revenir à l'ancien régime avec 90% de la population analphabète, il faut faire tous ces efforts pour justement, comment dire, alphabétiser, éduquer, cultiver la majorité de la population. Donc la démocratisation de l'enseignement est une très bonne chose. C'est une très bonne chose si on se donne les moyens. Parce que quand vous dites que si dans les années 60, il y avait des classes à 40 et qu'il n'y avait aucun problème, c'est parce que les classes sociales n'étaient pas les mêmes. C'est parce que ces élèves-là faisaient partie des classes sociales les plus favorisées, des classes sociales les plus éduquées, et qu'effectivement, c'était comment dire, cette minorité sociale qui savait qu'elle allait profiter de l'éducation. Donc, quand on élargit le bassin, comment dire, des élèves, eh ben, il faut donner encore plus de moyens pour justement, comment dire, parvenir à transmettre les connaissances, à faire comprendre aux élèves, à éduquer les élèves. Il faut se donner les moyens, aussi bien matériels que humains. Et quand aujourd'hui vous avez 40 élèves par classe, eh bien, ça ne peut être que le bazar ou la moitié, les 2 tiers des élèves qui ne suivent pas, parce que les profs ne peuvent pas s'occuper de ces élèves-là, et puis peut-être 1 tiers des élèves qui arrivent à suivre, parce que ces élèves ont une famille. Est-ce que c'est pas aussi lié à la relation entre le parent et le professeur, qui fait que finalement, à l'époque, quand un professeur mettait une sanction, bah, le gamin se prenait le double à la maison. Moi, j'ai connu ça, et je vous parle de ça il y a 30 ans, hein. Moi, j'ai été éduqué comme dans les années 50-60, donc je savais très bien que si je faisais une connerie à l'école, je prenais cher à la maison. Et jamais j'aurais porté plainte pour maltraitance ou quoi que ce soit, comme aujourd'hui c'est à la mode. Mais est-ce que le problème aussi majeur, c'est pas l'éducation des parents? Alors, on avait vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien ce que vous voulez dire. De choses, quoi. Mais je vois très bien ce que vous voulez dire et je suis en partie d'accord avec vous. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'éducation des enfants se fait sur 2 jambes. Les 2 piliers de l'éducation des enfants, pour moi, hein, c'est très simple, c'est les parents et l'éducation. Les parents et les profs, ou plutôt, les parents et les enseignants, les véritables, hein, pas ceux qui ont imposé la muselière et le gel hydroalcoolique et fait la promotion des injections dans les établissements scolaires, d'accord? Mais je vous ai dit, Nicolas, qu'à mes yeux, ces véritables enseignants et enseignantes étaient désormais une minorité. Il faut compter avec ça aujourd'hui, hein. Bon, donc évidemment que les parents et les véritables enseignants ont la responsabilité conjointe
de l'éducation des gosses. Mais les parents dont vous parlez, Nicolas, mais ces parents-là aussi sont contaminés depuis 50 ans par la société de consommation. Ces parents-là aussi, vous comprenez? Oui, oui, Donc évidemment qu'il faut une éducation. On oublie de parler de quelque chose qui n'existait pas à l'époque. C'est ça aussi. Exactement, Voilà. exactement. Il y a Voilà. danger des écrans sur nos enfants. Ouais, donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais peut-être un peu différemment de vous. Moi, je l'interprète encore une fois comme la contamination de la population générale par la société de consommation et par l'idéologie de la consommation. Parce que qu'est-ce que les gosses et les adultes, hein, parce qu'il ne faut pas tout mettre sur la faute des gosses, sur la tête des gosses quand même. Donc, qu'est-ce que trouve la majorité des adultes dans cette industrie du divertissement avec les écrans? Mais justement, le divertissement. Le divertissement, le plaisir, le plaisir facile, le plaisir rapide. Je veux dire, encore, tout à l'heure, il y a un commentaire qui a dit il y a beaucoup de parents qui sont à la masse et qui sont des missionnaires. Je suis entièrement d'accord. Je veux dire, quand vous avez des parents vingtenaires, trentenaires ou quarantenaires qui déjà sont habitués, parce que justement, cette société veut les transformer en consommateurs et grâce à la technologie, en consommateurs de divertissement facile, hein, pour les empêcher de réfléchir et de lire des livres comme tous ceux que vous avez derrière vous. Quand vous avez des parents comme ça, Nicolas, mais comment voulez-vous que les gosses deviennent différemment? Pourquoi voulez-vous que les gosses soient différents de leurs parents qui voient vivre? Vous comprenez? Donc, personnellement, moi, je veux dire, le facteur principal de médiocratisation, de décérébrage de la population, c'est l'idéologie capitaliste pour transformer les êtres humains en consommateurs passifs. Voilà. Pour moi, c'est ça. D'accord? Donc, évidemment que tous les outils technologiques participent à cette transformation des êtres humains et des citoyennes et citoyens en zombies, robots, je veux dire consommateurs, enfin, et les moujons et les moutruches qu'on a vus pendant la tyrannie Covid-10. D'accord? Donc, évidemment, Nicolas, que quand des gosses naissent dans un entourage familial et dans un environnement social et dans un environnement amical où ça, c'est la norme, d'accord? Mais comment voulez-vous qu'ils puissent résister si ils et elles n'ont pas, comme vous avez l'air d'avoir eu, des parents qui les mettent en garde contre ça? Vous voyez? Oui, oui, je comprends tout à fait. C'est vrai que je ne vous mentirai pas en disant que moi, j'avais des parents qui étaient présents, qui faisaient en sorte que je fasse mes devoirs, qui, quand j'avais des exposés à rendre, je vous cite un exemple très concret, hein, en troisième, j'étais seul dans ma classe, confronté à tous les autres, et un jour, il faut faire un exposé en anglais, personne ne veut se mettre avec moi. Alors, je choisis un sujet, c'est sur John Kennedy. Et puis, finalement, je dis, écoutez, je vais le faire tout seul, puisqu'on m'a mis avec une nana qui voulait absolument pas le faire avec moi et qui allait me faire le boulot tout seul. Je connais le principe. Je lui dis, écoutez, je vais le faire tout seul et puis on verra bien. Et j'ai eu la meilleure note de la classe en le faisant tout seul. Après, ma mère m'avait donné un coup de main aussi. Et de ce fait, voilà. Mais je me dis, c'est vrai que moi, ce qui me sidère le plus, je vais vous dire honnêtement, c'est quand des gens me disent, en gros, comment je fais pour éduquer mon enfant. Moi, je suis pas spécialiste de ça. Enfin, je veux dire, et je sens un tel désespoir. Nos parents, alors, je vais peut-être me faire des ennemis, mais moi, ma grand-mère, elle était dans une famille de 13. Les parents, à l'époque, n'avaient pas dire, excusez-moi, monsieur le curé, etc., comment dois-je faire pour gérer mes enfants? Ils sont 13, c'est au garde à vous, c'est militaire, peu importe si c'est mal vu, mais ça marchait droit. Après, ils faisaient toujours 2-3 conneries, ça arrive. Mais c'est pour ça que je reparlais justement des écoles des années 60-70. Moi, ce que je vois, c'est que on est devenu un pays de froussards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peur de tout. Et bien sûr, c'est encouragé par le système. Et je crois que 2020, ça a été l'étape de plus vers les fameux plans. Alors tout à l'heure, j'ai des internautes qui m'ont dit, est-ce que vous allez parler de Bilderberg, Davos, etc. On peut en parler, mais ce n'est pas le sujet principal de l'émission. Mais voilà, on sait que de toute manière, voilà, il y a des idéologies à l'école et qu'aujourd'hui, lire, écrire, compter, quand on voit le classement PISA en mathématiques, en français, on voit que, par exemple, pour faire 100 plus 100, on a des jeunes qui sont obligés de prendre une calculette. Moi, j'ai eu cette chance-là, c'est que quand j'étais écolier, j'ai mes parents qui m'ont appris la règle de 3, qui m'ont appris à faire des divisions, qui déjà à l'époque se prenaient le chaud avec les enseignants parce qu'ils n'avaient pas la même méthode de calcul et compagnie. Moi, je me suis dit, écoutez, le principal, c'est que j'ai la bonne réponse, peu importe comment. Et donc, à partir de là, le problème, c'est qu'on m'a dit non. Le principal, c'est pas que tu aies la bonne réponse, c'est que tu aies la bonne déduction, la bonne logique.
Alors moi, je n'avais pas la logique du système. Et c'est vrai que je n'ai pas été un élève surdoué à l'école, je n'ai jamais été premier de la classe. J'ai toujours été dans la moyenne, parfois un peu plus bas peut-être. Mais quand j'ai vu l'université, j'ai fait une fac de droit, qui a été un échec, honnêtement. Mais je me suis dit non, c'est pas ça la vraie vie. Et j'ai vu le gouffre qui existait entre le monde scolaire et universitaire et le monde du travail. Justement, vous, Jocelyne, quel est votre point de vue par rapport à tout ce qui s'annonce pour le système scolaire aujourd'hui? Bon, alors là ça serait l'occasion d'un autre débat, Oui. parce que je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, ni avec ce qui est affiché à l'écran. Voilà. Mais je reprends votre image de la famille de 13 enfants. Vous dites, c'était militaire, tout le monde obéissait, etc. Personnellement, personnellement, je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on éduque bien les gosses dans un établissement scolaire. D'accord ? J'ai travaillé avec une quinzaine de chefs d'établissement depuis 30 ans. Et donc, un des chefs d'établissement, quand il est parti, il a fait son petit discours d'adieu et il a dit que le facteur, à ses yeux, il a dit que le facteur le plus important pour réussir l'éducation des gosses dans un établissement scolaire, c'était d'aimer les enfants. D'aimer les enfants. Et je suis entièrement à 1000% d'accord avec ça. Et pour moi, si j'en suis arrivée à la conclusion que après mars 2020, la proportion des adultes qui ont une étiquette professeur ici et qui sont en situation avec des élèves dans une classe, la proportion s'est passée à 95% de profs trouillards, ignorants et collaborateurs du système, et 5% de véritables enseignantes et enseignants. Parce que justement, l'amour pour les enfants a quasiment disparu. La volonté d'aimer ces gosses parce qu'on les a 7 heures par jour, on est payé par les impôts des contribuables pour les élever. D'accord ? Et donc, moi, je considère que, et je l'ai expérimenté, si je le dis, c'est aussi parce que je l'ai expérimenté, c'est-à-dire que je considère que si on a une autorité naturelle et surtout qu'on peut expliquer aux gosses logiquement et rationnellement et avec justement que l'amour qu'on a pour les gosses transparaît, lorsqu'on fait ça, je peux vous assurer qu'on n'a plus besoin de faire à la militaire. D'accord ? Ce qui n'empêche pas d'expliquer aux gosses qu'il faut justement, parce qu'on est un groupe, que ce soit le groupe classe ou le groupe dans un établissement scolaire, parce qu'on est un groupe, il faut des règles de conduite. Bien sûr. Il faut des règles, mais il faut l'expliquer aux gosses. Je vous assure que quand on explique clairement les choses à des gosses et quand ils comprennent que l'explication qu'on leur donne est faite pour les aider à s'élever, je vous assure qu'il n'y a aucun problème. Aucun problème. Voilà. Alors, donc, l'évolution négative, tout à l'heure, vous me demandiez comment résoudre le problème et je vous ai donné l'image du travail d'Hercule, nettoyer les écuries d'Augias. Personnellement, je veux dire, la tyrannie covidiste et la maltraitance institutionnelle que Blanquer a infligée aux gosses à partir du 12 mars 2020 jusqu'au 12 mars 2022, donc pour les personnes qui n'auraient pas ces dates en tête, le 12 mars 2020, c'est lorsque Jean-Michel Blanquer décrète que à cause de la contamination que les enfants peuvent faire du virus chinois qui va décimer toute la population, à cause de cette contamination, eh bien, les écoles doivent fermer. 12 mars 2020, Blanquer décrète la fermeture des établissements scolaires et des universités. Enfin, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, ça veut dire que vous jetez des millions de gosses à la rue parce que dans les gosses qui n'ont pas, comme vous, un bon environnement familial, eh ben, les gosses vont être à la rue, livrés à eux-mêmes. Fermer des écoles pour un virus, on n'avait jamais vu ça. Quoi. Je veux dire, les clubs échangistes, ils n'ont pas fermé pendant le Covid. Hein. Ah, exactement, oui. Il faut arrêter les conneries. Donc, le 12 mars 2022, c'est quand Castex a son décret qui disait que désormais, le port de la muselière n'était plus obligatoire dans les établissements scolaires. D'accord ? Donc, ça fait 2 ans de maltraitance institutionnelle des gosses. Quand vous avez, Nicolas, encore une fois, 95% des profs qui acceptent ça et qui, pour certains et certaines, comme l'a dit un commentaire tout à l'heure, le font avec jouissance,
D'accord? Mais je ne vois pas comment on peut inverser la vapeur. Je ne vois pas comment. Pour moi, la seule façon de s'en sortir, c'est, et peut-être dans des écoles effectivement alternatives, c'est de véritablement faire prendre conscience aux jeunes que Macron a voulu détruire la jeunesse. Voilà, c'est discuter avec les jeunes, dialoguer avec les jeunes. Et moi, personnellement, une des conséquences tout à fait inattendues et positives qu'a eu la diffusion virale de ces 2 minutes 25 là qu'on a montré tout à l'heure, c'est que les gosses que je rencontrais en manifestation, eh bien, ils me reconnaissaient et ils étaient contents de me voir, ils voulaient faire une photo avec moi. Et quand ils étaient un tout petit peu plus âgés, je discutais avec eux et avec elles, eh ben, ils me disaient, Madame, vos paroles, elles ont eu de l'importance pour nous. Vous voyez? Donc, je veux dire, n'importe quel enfant, enfin, je veux dire, les enfants, il faut qu'on leur parle, voilà, il faut qu'on leur parle, il faut leur expliquer. Donc, moi, personnellement, l'espoir, ce n'est que dans le dialogue que les parents ou n'importe quel adulte qui a le cerveau branché vont parler avec ces jeunes et vont leur expliquer que c'est eux l'avenir de l'humanité. Voilà, moi, personnellement, c'est le seul espoir que je vois.